première fois, et lui-même l'a dit, il dit, écoutez, je lui ai fait l'apologie du projet, oui. Et puis ce que nous sommes en train de faire. Bienvenue sur Contact Pro Live, c'est Germain Kaindo à la présentation comme toujours. Aujourd'hui, nous allons encore relancer la rubrique que nous appelons à la rencontre des Congolais vivant ici en Afrique du Sud. Vous avez remarqué pour un bon bout de temps, nous avons suspendu cette tranche, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui encore, nous revenons sur cette tranche et nous les relançons avec une personnalité que nous avons déjà reçue à cette émission. Il s'appelle Luboya Dioka. La fois passée, nous avons rencontré Papa Luboya Dioka. Et il est passé, j'ai eu beaucoup de vos réactions qui me demandaient qu'est-ce qui se passait, c'est qui celui-là qui donnait une bonne historique, qui faisait une très très bonne analyse de notre histoire. Et vous aviez demandé à ce que je puisse le rencontrer encore une fois de plus. Nous voici, je me suis débattu pour l'avoir aujourd'hui. Donc dans la première partie que nous allons, ça ne sera plus, je crois, une présentation, mais il va se présenter un peu plus approfondi, son parcours, là où il est né, ses études, et puis à partir de là, nous aurons à intervenir. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Merci. Ok, nous sommes encore chez vous maintenant. Oui. Oui. Alors, comme je disais, nos amis nous ont demandé de vous rencontrer encore une fois de plus pour que vous nous parliez sur vous-même. Comment vous vous retrouvez ici en Afrique du Sud? Je me retrouve ici en Afrique du Sud suite à la déstabilisation de la situation dans notre pays, suite à certains paramètres qui faisaient que notre présence semblait être mise un peu en danger dans notre propre pays. Et puis, sur le conseil de ma très chère maman, de ma très chère grande sœur et de mon épouse, je m'étais vu obligé, en fait, de m'éloigner un peu de mon pays. Et au pays, où est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire, un peu de vous-même? C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le patronat congolais, j'ai beaucoup plus émergé à partir du patronat congolais. Donc j'ai assumé les responsabilités de la délégation du conseil d'administration à l'époque on appelait ANESA. J'ai été élu administrateur délégué. Avant ça, j'ai assumé l'administration du secrétariat général de l'ANESA. Du groupe agropastoral. Le groupe agropastoral, c'est la mise en commun des intérêts des entreprises agropastorales et agro-industrielles, filiales de la Générale de Belgique. Il y en avait 18 dans les Bas-Congo, à l'Équateur, à Kisangani, dans les Katanga, dans les Bandundu. Pour ceux qui connaissent quelques-unes des sociétés, au Bandundu, il y avait la compagnie de produits, la CCP. Et à l'Équateur, c'était aussi la CCP, la compagnie de la Bassankosu. Dans les Bandundu, c'était à Idiofa. Dans les Bas-Congo, c'était à Tchela. Et puis,
les élevages aussi. À Kisangani aussi, c'était des plantations, Vérissan. Et tout ça, c'était pendant combien de temps? Est-ce que si vous pouvez nous essayer un peu de... C'est à partir de quelle année à quelle année? Bon, j'ai assumé le groupe agro-pastoral à partir de 1978-79 jusqu'à 1989. Okay. Parce que vers 1989, j'ai passé directement à la maison. Okay. Alors, donc j'ai fait une carrière pendant cette période-là qui m'a mis en contact avec l'arrière-pays. Okay. Donc j'ai beaucoup voyagé dans l'arrière-pays et je suis très content d'avoir voyagé dans l'arrière-pays. Donc vous connaissez exactement la République démocratique du Congo. Oui, donc vous pouvez pratiquement parler de cette République qui est votre chère République. Et vous étiez basé où exactement? À Lubumbashi ou? Non, à Kinshasa. Donc Kinshasa, j'étais basé à Kinshasa. Ce qui m'a fait... J'ai eu beaucoup de passion pour ces fonctions parce que du vivant de mon père ici avant l'indépendance, mon père a été un des acteurs dans les secteurs comme opérateur économique. Il a fait le commerce des produits agricoles. Il avait une semi-industrie de pêcherie à Bukama, sur Lualaba. Oui. Donc, il approvisionnait facilement le Lubumbashi et le Kasaï à l'époque, c'était Kanango de Lwambourg. Il est le premier qui avait fait introduire à Kinshasa les produits agricoles du Kasaï. Ici, je fais allusion aux haricots du Kasaï et puis les arachides du Kasaï. Il a été le premier, c'était en 1956. Avant même l'indépendance. Ah oui, avant même l'indépendance, il avait introduit ça à Kinshasa. Alors je me retrouvais parce que pendant les grandes vacances, ils nous utilisaient, nous les enfants, pour aller acheter des produits agricoles dans le Kasaï, Fwamba, Bitanda, Demba, Kakenge, Mweka et tout ça. Donc on était habitués à cette vie. Oui. Okay. Alors quand je me suis retrouvé au groupe agro-pastoral, je voyais un peu ma jeunesse. Oui. Et surtout qu'on se réveillait très tôt matin à 4 heures du matin pour aller en plantation. Pour moi, c'était un grand plaisir. Ok. Là, vous vous retrouvez là-bas, donc vous avez connu, vous êtes à la NESA. Oui. Et ça fait pendant combien de temps vous avez travaillé à la NESA? À la NESA, je suis là depuis 1980 jusqu'à 1990. Jusqu'à l'arrivée de Kabila. Ok, 96. Oui, à l'arrivée de Kabila. Donc... après, j'ai quitté la NESA, après que Kabila soit arrivé. Oui, donc une année après, 2 ans. Donc les choses ont commencé à se dégrader. Et là, vous vous retrouvez, donc vous devez quitter le pays. Qu'est-ce que ça vous fait? Je n'avais jamais vocation à quitter mon pays, compte tenu de la connaissance et des potentialités que je connaissais dans mon pays. Parce que quand j'ai travaillé au groupe agro-pastoral, j'ai eu la chance d'être nommé administrateur à l'INERA. Ok. L'INERA aussi qui se retrouve à Bukavu? Non, qui se retrouve à Kisangani. Et là, toujours avec cette passion du secteur agricole, j'ai eu à faire une étude de replantation de palmiers à huile. C'est-à-dire que j'ai constaté parmi les sociétés du groupe agro-pastoral qui faisaient l'huile de palme que les arbres sur lesquels on cueillait le régime de palme étaient devenus trop longs et plus de 40 ans. Comment rentabiliser cela?
Un hasard a fait que je suis tombé sur une documentation de la Côte d'Ivoire. On me dit que la Côte d'Ivoire, on me disait que la Côte d'Ivoire était le premier producteur d'huile de palme en Afrique. En Afrique, oui. Alors quand j'ai poussé plus loin, j'ai trouvé que la semence qui a permis à Côte d'Ivoire d'être le premier producteur d'huile de palme, c'est une semence qui vient de mon pays. et de Yangan. Exactement. Alors, je me retrouve à la tête des entreprises qui font l'huile de palme, entre autres. Alors, je me trouve avec une rentabilité trop faible. Alors, ça m'a poussé à élaborer tout un projet, la replantation des palmiers à huile, en nous servant de cette semence-là. Oui, oui, c'est ça. Alors, ce projet a été financé par le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Mais curieusement, je n'ai pas rencontré vraiment un soutien sérieux de la part du gouvernement. Ça, c'est un. Les sociétés privées qui auraient pu vraiment courir derrière ce projet, il n'y en a pas eu. Et il y a eu même un frein pour opter pour la replantation des palmiers à huile de la part même de la générale de Belgique. Si bien qu'il n'y a eu que la CCP de Bassan-Koussou qui a pu opter, qui a fait la replantation. Alors là, j'ai la fierté. Et le palmier se retrouve justement dans beaucoup de régions. Beaucoup de régions. Donc ça peut faire quelque chose, une richesse. Non, non, mais le palmier à huile est une plante qui a non seulement beaucoup de vertus, mais il y a beaucoup de dérivés. Il y a beaucoup de dérivés compétitifs de l'huile de palme. Mais malheureusement. Alors ça m'avait fait grand plaisir d'accueillir à l'époque le premier ministre qui faisait sa tournée à l'intérieur du pays. Et quand il est arrivé à Bassan-Koussou, je lui ai fait un speech. Et qui pour la première fois, et lui-même l'a dit, il dit, écoutez, je lui ai fait l'apologie du projet, et puis ce que nous sommes en train de faire. Il était très touché, il a dit, partout où j'ai circulé dans les sociétés filiales de la générale de Belgique, je n'ai pas trouvé ce genre de créativité. Alors j'étais pris de dire à tes patrons, félicitations pour ce qui a été fait ici. Alors, cela a été apporté à Bruxelles. Bruxelles doutait. Parce que j'étais un inconnu. Okay. On va faire une pause. Je vous rappelle que nous sommes à la NESA, donc non. Groupe agropastoral. Nous revenons dans quelques minutes. Okay. Merci de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver dans le prochain numéro. Mais je vous dis que cette interview va continuer et je vous demanderai beaucoup de vous abonner car vous n'avez vu que 1/10 de ce que vous devez voir. C'est un papa, il a de la matière dans sa tête. Nous allons continuer, il y a des photos souvenirs et il est en train de préparer un livre. Et ce livre qui nous aidera à comprendre mieux la République démocratique du Congo, ça nous aidera à comprendre le sens du leadership dans ce livre qui s'annonce vers la fin de l'année 2020. Mais en attendant, vous allez les suivre sur cette chaîne 2 à 3 fois par semaine. Il vous parlera de tous les sujets possibles. C'est une bibliothèque pour nous. Nous avons la chance d'avoir encore des bibliothèques vivantes qui nous enseignera encore beaucoup plus sur la République démocratique du Congo. On se retrouve dans les numéros prochains.